C'est le fun de vous voir encore ici. Si j'étais Steven Guilbeault, j'aurais un PowerPoint. Et voilà, donc je suis presque Steven. Écoutez, peut-être dans un premier temps, vous remettre en perspective Rio + 20, qu'est-ce que c'est? C'est une conférence des Nations Unies sur le développement durable. Pourquoi +20? Parce que c'est 20 ans après la première conférence en 1992 qui a eu lieu à Rio même. Intéressant. Donc, facette du développement durable, peut-être vous rappeler, on parle souvent de développement durable, que le but du développement durable, c'est le développement humain, que l'économie, c'est un moyen d'y arriver, et que la protection de l'environnement et des écosystèmes, évidemment, c'est une condition, parce que souvent on oublie. À quoi devait servir Rio? Premièrement, à constater quels sont les constats au niveau environnemental. Deuxièmement, à reconduire les engagements. Donc, on reconduit les engagements qui ont déjà été pris idéalement. Et ensuite, déterminer le chemin où on veut s'en aller. Vous voyez ici, c'est à travers les années, en fait, le nombre pour plusieurs traités, le nombre de pays qui ont adhéré à des traités multilatéraux en environnement à travers le monde. Donc, on en a de plus en plus. Ce qui fait qu'on a de plus en plus de rencontres également, de plus en plus de parties qui sont impliquées dans le pays. Donc, de plus en plus de décisions. Mais malheureusement, quand on regarde l'état de l'environnement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a, entre autres, au niveau canadien, une empreinte écologique qui est encore beaucoup plus grande que ce qu'elle devrait être si tous les habitants de la planète consommaient comme les Canadiens. Eh bien, ça prendrait 4 planètes Terre pour subvenir à tous nos besoins. Et c'est quelque chose, les Québécois, c'est 3 planètes Terre. Donc, si on regarde au niveau international, vous voyez en haut, ici, c'est la ligne de où on devrait être si on va avoir un système soutenable, en fait. Et on voit au niveau de la planète, ça, c'est les pays développés. On voit que les pays développés ont une empreinte écologique beaucoup plus grande que les pays en développement, mais que les pays en développement ont quand même une empreinte assez majeure sur la planète. Ce qui fait qu'au total, quand on regarde, ça c'est le programme des Nations Unies, il nous dit, cette année, ils ont fait une nouvelle analyse avec 90 indicateurs. Il y a 4 indicateurs qui sont dans le vert. On n'a pas les 90 ici, mais vous avez quand même les grandes catégories. Donc, 4 indicateurs qui s'améliorent sur 90 au niveau de l'état de l'environnement mondial. C'est relativement peu. Il y en a plusieurs où c'est extrêmement problématique. Entre autres, quand on regarde au niveau des changements climatiques, au niveau de la biodiversité, où à plusieurs niveaux, on dépasse des seuils critiques. Vous avez déjà entendu ce discours, j'imagine, entre autres, et pour plusieurs autres pays d'ailleurs. Donc, réchauffement planétaire, 3,5 degrés Celsius de prévision. Les scientifiques nous disent qu'on devrait viser le 2 degrés Celsius, et là, je suis gentil avec le 3,5 parce que plusieurs parlent de réchauffement de 6 degrés Celsius qui s'en vient. Et la biodiversité, eh bien, c'est là qu'on en est. 6e extinction de masse, la première en raison de l'être humain. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est généralisé au niveau autant oiseaux, autant au niveau des coraux, autant au niveau des poissons que les amphibiens. C'est une courbe qui, en fait, non pas une courbe, mais c'est plutôt une descente et une perte de biodiversité très inquiétante. Même chose pour les poissons, évidemment, ça c'est les poissons. Je vous passe rapidement parce qu'il est tard. Mais je vous ai parlé du développement durable et je vous ai dit l'objectif c'est le développement humain dans le développement durable. Regardons donc un petit peu au niveau de l'environnement. On l'a vu, au niveau humain, qu'est-ce qu'on a comme indicateur? On a entre autres les objectifs du millénaire qui ont été adoptés en 2000. 8 objectifs qui sont autant au niveau de la pauvreté, l'éducation, l'égalité des genres, mortalité infantile. Et quand on regarde par différentes régions à travers le monde, on se rend compte que oui, il y a certaines avancées au niveau de ces objectifs-là, qu'il y en a plusieurs qui stagnent et qu'il y en a plusieurs qui sont également problématiques. Donc, au niveau humain, on ne peut pas dire nécessairement que depuis 92, ça s'est nécessairement amélioré à tout le moins, pas à tous les niveaux, ça c'est certain. Donc, les constats généraux, population de 7 milliards, plus d'1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à la nourriture, plus d'1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, plus d'1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, des seuils critiques au niveau des changements climatiques, au niveau de la biodiversité, et c'était le constat général. Reconduire les engagements. Donc, ce qui était positif en 92, on a eu quand même une déclaration avec 27 principes ainsi que 3 conventions, dont la plus connue est probablement celle sur les changements climatiques. Mais quand on regarde, en fait, 20 ans après Rio, ça c'est la revue Nature qui a fait l'évaluation justement des conventions. Celle au niveau de la désertification, eh bien malheureusement c'est un échec au niveau total. Convention sur la biodiversité, on se rend compte également que c'est un échec en termes de ralentir le rythme de perte de biodiversité. Et au niveau des changements climatiques, c'est également un échec en termes de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre à un niveau qui serait sécuritaire.
Il y a quand même des avancées, vous pouvez les voir à travers le ADCA, ce sont les notes. Il y a certaines avancées, par exemple, on a une meilleure connaissance scientifique, on a certaines instances qui ont été mises en place, mais le constat global, c'est clairement que ça n'a pas fonctionné en tout le moins. Donc, on arrive à la plus grosse conférence de l'histoire des Nations Unies, selon les Nations Unies, 45 000 participants, près de 200 pays, 188 chefs d'État qui arrivent, plus de 100 chefs d'État, pardon, pour vous parler de quoi exactement? Deux grands thèmes. Premier thème, on voulait parler d'économie verte, on voulait parler de gouvernance aussi, donc la gestion mondiale de l'environnement, avec 7 enjeux plus ou moins transversaux qui se retrouvaient à travers la conférence. Quelques faits marquants de la conférence, eh bien en partant, ce qu'on se rend compte, c'est que les pays en développement, dans le fond, voulaient de l'argent pour implanter justement des mesures et faire le virage de leur côté, et les pays développés ont refusé. Deuxièmement, taxe sur les transactions financières, donc de prélever de l'argent sur la spéculation, entre autres, pour aider les pays en développement. Malheureusement, les pays développés ont dit non. Subventions aux combustibles fossiles, présentement, on est autour de 540 milliards par année en termes de subventions pour les combustibles fossiles. La base, c'était de dire, on va essayer de les abolir, malheureusement, pas d'entente au niveau international. Je vous parlais des 27 principes de Rio, les 27 principes dans la déclaration de Rio. Deux de ces principes-là fondateurs ont été attaqués, donc on avait même de la difficulté à Rio +20 de conserver nos acquis, dont les principes. On pensait avoir une entente peut-être sur la conservation des océans, blocage, entre autres, et le Canada a bloqué en passant sur la plupart de ces blocages-là. Et la même chose pour la création d'une organisation mondiale de l'environnement. Un autre flop, malheureusement. Pourquoi? Bien, écoutez, évidemment, les lobbies sont présents également dans ces ententes-là, en fait, dans ces ententes et conférences-là, et ils ont été vertement critiqués. On a eu un manque de leadership flagrant de la part du Brésil, qui ne voulait pas arriver avec un échec comme à Copenhague, où on ne voulait pas avoir une mésentente, que les chefs d'État avaient l'air justement de ne pas savoir ce qu'ils faisaient et d'arriver à un flop en bout de ligne. Donc, on nous a fait à croire qu'on avait une belle entente à la fin de Rio. On est arrivé à 3 jours avant la fin de la conférence. Les chefs d'État arrivent pour les 3 derniers jours faire leur discours, mais l'entente était déjà réglée et il n'y avait plus aucune négociation parce qu'on voulait éviter justement la discorde. À la base, pourquoi ce problème-là? Pourquoi ce manque de volonté ou le manque d'ambition au niveau international? C'est clairement le fossé qui s'installe entre justement pays riches et pays en développement, où on avait, puis l'économie verte le reflète bien, une vision d'économie verte d'ouvrir de nouveaux marchés pour les pays développés, de conquérir, de mettre en place justement des nouvelles pratiques pour une vision marché. Alors qu'au niveau des pays en développement, c'est clairement une vision plus au niveau de l'éradication de la pauvreté, des besoins qui ne sont clairement pas au même niveau que les pays développés. Et on a eu un choc majeur, ce qui a fait entre autres qu'on n'a pas été capable d'avancer dans cette conférence-là. Et c'est la même dynamique qui se produit au niveau des conférences internationales à plusieurs niveaux. Donc l'économie verte, on arrive avec quoi? Avec un ensemble de règles. En fait, ce qu'on ne veut surtout pas au niveau international, c'est des règles rigides et d'attaquer la souveraineté des États, d'où justement quelque chose de flou et de non contraignant. Cadre institutionnel du développement, la gouvernance dont je vous ai parlé, la réalité est que les multinationales, entre autres, ont de plus en plus de pouvoir face aux pays et on n'a pas changé vraiment la gouvernance au niveau international. On a de plus en plus d'ententes, mais malheureusement, on n'a pas été capable d'avoir davantage de contrôle à travers ces ententes-là, comme on le fait un peu avec l'OMC. On n'a pas le pendant au niveau d'une organisation mondiale de l'environnement. Ce qui fait qu'on a simplement fait à Rio un renforcement du programme des Nations Unies et un nouveau forum politique qui, on ne sait pas trop exactement ce que ça va faire, honnêtement. Soyons positifs, quelques avancées quand même. Je vous ai parlé des objectifs du millénaire 2000-2015. À partir de 2015, il devrait y avoir des nouveaux objectifs. On espère qu'ils seront ambitieux et qu'ils iront dans la bonne direction. On parle de plus en plus de remplacer le PIB, même la Chine parle de ça, de remplacer le PIB par un autre indice, un indice qui tiendrait compte justement de l'environnement et du développement plus social. Il y a des engagements qui sont pour la plupart volontaires. On parle quand même de plusieurs milliards, mais ça reste volontaire pour des projets précis. Qui souvent sont subventionnés avec un intérêt mercantile à quelque part. Et c'est quand même les enjeux les plus majeurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait après ça? On revient ici, puis je pense que la première chose à faire, c'est clairement de se rendre compte que notre gouvernement fédéral, dans ce type de conférence-là, nuit autant qu'il nuit au niveau local avec ses politiques rétrogrades. On parlait de 20 ans de retour en arrière, si ce n'est pas plus, c'est à se questionner.
On est clairement rendu à devoir s'opposer, comme ils l'ont fait aux États-Unis avec le projet Keystone XL, où 1250 personnes ont fait de la désobéissance civile, ont été prêts, en fait, se sont fait arrêter pour bloquer un projet de pipeline. Vous en avez entendu parler, ça arrive au Québec, c'est sur la côte ouest également la même chose. Pipeline qui vise l'expansion de sable bitumineux, ce type de projet-là, même chose avec les gaz de schiste, je dirais, complètement irresponsable si notre gouvernement n'est pas capable de réaliser que ça n'a aucun sens d'aller dans cette direction-là. Malheureusement, il va falloir se lever. Et c'est pas parce que je suis à Greenpeace que je vous parle de ça, parce que déjà à l'actualité, on a ce genre de discours. Et évidemment, ben, écoutez, je pense qu'on peut parler de chacun de son geste à faire, là, mais je pense qu'il faut également passer à l'étape de répandre l'information et d'amener les autres dans la bonne direction. Évidemment, on a un gouvernement ici maintenant au Québec qui est plus proactif en environnement, qui est clairement, en tout cas, c'est un monde de différence avec le fédéral. On peut, déjà, on a un ministre de l'Environnement qui se présente dans des événements où il y a des environnementalistes. Il va falloir quand même travailler avec le gouvernement du Québec parce qu'il y a plusieurs engagements que le gouvernement a pris et qui ne sont pas réalisés. Ils ont peu de temps quand même, le gouvernement du Québec, pour réaliser tous ces engagements-là. Je vous en ai mis quand même quelques-uns ici. Certains sont plus avancés que d'autres. On parle entre autres dans la lutte au gaz à effet de serre, en fait, la lutte au changement climatique, la réduction des gaz à effet de serre. Mais il ne faut pas croire qu'ils ont beaucoup de temps devant eux. Donc, à quelque part, il y a des élections, entre autres, au niveau provincial qui risquent d'arriver bientôt. Il y a des élections au niveau municipal qui risquent d'arriver bientôt. Mais en fait, non pas qui risquent, mais qui arriveront inévitablement bientôt. Et la même chose déjà au niveau fédéral, où il va falloir que si on a des intentions de changer le monde, il va falloir changer probablement certains politiciens. Il y a également d'autres choses au niveau d'une stratégie énergétique verte. Vous allez en entendre parler probablement de plus en plus au niveau du gouvernement du Québec. Je pense qu'il faut qu'on s'implique là-dedans. Le gouvernement du Québec a l'intention de faire un vrai débat public sur avoir une stratégie verte. Évidemment, ça risque encore une fois d'être une partie où le gouvernement va vouloir s'appuyer sur une population qui l'appuie s'il a des bonnes idées. On espère qu'il va aller dans la bonne direction parce que les entreprises et les lobbies qui ont beaucoup d'argent, je ne sais pas si vous regardez les journaux de ce temps-ci ou le téléjournal, là, mais il y a beaucoup de pubs de pipeline et de sable bitumineux par les temps qui courent. Eux sont présents au niveau lobbyiste. Et le seul moyen de contrer ça, c'est de faire entendre notre voix et de faire comprendre aux politiciens que c'est nous qui votons et non pas les grosses entreprises aussi. Donc, j'arriverai à une conclusion en disant que Ban Ki-moon a dit Rio est trop gros trop important pour être un échec. Il y avait 3 objectifs, on s'en souvient. Les constats. Bien, écoutez, oui, on les a fait les constats, c'est relativement alarmant, je pense qu'on le voit, on le sait. Conservation des acquis, on le fait quand même relativement, je dirais. Déterminer le futur, malheureusement, pas grand-chose. Pas grand-chose sur lequel on peut s'appuyer. Les objectifs du millénaire, je pense qu'il faut les suivre, pousser nos gouvernements là-dessus, le peu d'engagement qu'ils ont pris. Et à travers ça, on va essayer de concrétiser le plus possible. Même chose pour le PIB. Évidemment, ça a permis de préserver le multilatéralisme, donc les pays n'ont pas perdu la face au niveau international. Et c'est quand même important, ces conférences-là, qu'on pourrait revenir plus tard, de faire entendre. Les Nations Unies sont très importantes pour, entre autres, faire entendre la voix des plus petits, des pays insulaires, de ceux qui sont menacés, vulnérables face au changement climatique. Et en ce sens-là, il ne faut pas penser que ce n'est pas important. Ces conférences-là arrivent aux 10 ans. Il y a des conférences annuelles sur les changements climatiques, par exemple. Il faut continuer à pousser pour avoir une entente au niveau international, entre autres sur les changements climatiques d'ici 2015, parce que sinon, il y a des pays qui vont perdre ce forum-là, puis je ne vois pas comment on va arriver au niveau international à régler le problème si on n'essaie pas de le régler au niveau international. Ça a l'air redondant, mais il y a une logique là-dedans. Ceci étant dit, il ne faut clairement pas mettre nos œufs dans le même panier, il faut travailler provincial, municipal. Je ne peux pas parler beaucoup du municipal, mais je pense que c'est un niveau où on a une proximité avec les politiciens. Au plaisir de vous voir vous inscrire pour les prochaines activités pipeline. Voilà. Merci beaucoup.